les choses de sens, disons, inverse. Je suis né et grandi aux États-Unis. Okay. Après, je suis venu au Sénégal, je me suis installé en 2001. Okay. Donc, j'avais 25 ans. D'accord. Et en fait, je suis venu, juste après mon premier job. J'avais fait le premier job pendant 3 ans, notamment pour gagner un peu d'expérience dans le professionnel. D'accord. Mais aussi, j'ai économisé un peu pour pouvoir investir quand j'arrivais au Sénégal. Et donc, j'ai créé ma première société en 2002. D'accord. Ça s'appelle Oasis International. On faisait le sucre cristal. Ok. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de sucre cristal. Oui, je m'appelle. Ouais, c'était vous. D'accord. Voilà, c'était mon première société. D'accord. Et puis, c'était intéressant parce on avait une petite unité de production. On avait une flotte de véhicules et une équipe commerciale. On faisait des concerts avec Ndongolo. On faisait des choses à la télé. Oh, ça faisait plaisir. Oui. Mais après, par la suite, j'ai fait un MBA. Mais quelqu'un m'a conseillé, ils ont dit que tu as déjà fait ton MBA. Le premier business, c'était vraiment transversal. Oui. Et donc, je pense que le message que j'ai donné, j'ai lancé aux étudiants, etc., c'est qu'il ne faut pas aussi avoir peur de l'entrepreneuriat. Oui. Le job là, ça peut te servir pour économiser. Pour le jour que tu veux te lancer, tu as quelque chose pour pouvoir faire un départ. Oui. Et de deux, aussi de gagner des expériences professionnelles de base. Oui. Voilà. Ok. Mais vous m'avez toujours pas dit ce que vous faites actuellement. Ah, so sorry. Donc là, après avoir lancé pas mal d'entreprises, disons mon métier, c'est la création des entreprises. Okay. J'en ai créé plus d'une dizaine depuis le début de ma carrière. En 2019, j'ai lancé un fonds d'investissement qui s'appelle Worry Ventures. C'est un VC fund pour investir dans les startups. On a investi dans 23 à travers le continent africain. Parce qu'il faut qu'on se rende compte que le continent est vaste. 54 différents pays. Donc on a investi au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal. Ghana. Et on regarde les marchés comme le Maroc, le Côte d'Ivoire, Tanzanie, etc. Et en même temps, on a fait la création d'une société qui s'appelle SolarBox au Sénégal. C'est tout ce qui tourne autour de la mobilité électrique, notamment les motos électriques, les tricycles électriques. On a comme client, notre premier client, pour moi c'est intéressant parce que je suis né aux États-Unis, c'est FedEx. Donc toute leur livraison se passe à travers nos motos électriques. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Yango. On a une trentaine de motos qui travaillent avec Yango. Il y a aussi des autres entreprises de livraison comme Mia, ils livrent de l'eau, etc. Ils utilisent exclusivement les tricycles électriques. Et tous ces véhicules ont été conçus et montés ici au Sénégal. Donc c'est une activité non seulement dans le domaine d'énergie renouvelable avec la création des bornes. On a des solar box, ce sont des stations de rechargement solaire. C'est des conteneurs qu'on a convertis. Les côtés se lèvent et puis on charge les batteries des véhicules. Mais aussi dans la création de véhicules électriques et l'industrie automotive qui manque au Sénégal. Et donc du coup on travaille avec au moins 5 ou 6 universités de la place pour le talent, pour les ingénieurs, les techniciens. Et beaucoup qui viennent avec, disons, le diplôme en génie électrique, mais peu qui ont déjà travaillé dans les sociétés automotives. Donc, quand même, on apprend nous tous sur le champ et on les forme. Et puis, on apprend comment développer un véhicule électrique. C'est assez intéressant. Quel est votre message pour cette jeunesse? Je sais que vous avez parlé un peu, vous avez motivé un peu sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, mais aussi il y a l'emploi salarial, il y a les métiers nouveaux, il y a l'innovation qui arrive avec l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent depuis quelques années. Et il y a l'ère du digital aussi. Au regard de tout ça, quel est votre message adressé à cette jeunesse? En fait, c'est intéressant. En fait, je prends l'exemple de SolarBox parce que en fait, il y a une série d'innovations. Le premier, c'était on a signé une convention avec une université au Sénégal qui s'appelle Daoust pour le développement des prototypes de stations de rechargement et aussi le prototype de tricycle électrique.
Donc, eux, ils nous ont donné une équipe d'ingénieurs et on a bossé sur la conception du tricycle, comment ça doit ressembler, la conception de station de recharge. Ça, c'est les premières 2 phases. Après, on est entré dans la phase commerciale. On a commencé à travailler avec les entreprises. Et le plus récent, c'est la phase, disons, informatique. Parce qu'on a développé toute une série d'applications qui permettent de payer as you go à travers l'IoT pour les motos. Donc, c'est-à-dire, il y a un code QR, tu scannes le code QR, après ça t'amène sur une application qui marche dans WhatsApp, et maintenant, ça t'amène vers Wave, tu payes, et le véhicule s'allume. Ah oui. Oui. Donc, ça, c'est le pay as you go. Ça existe au Sénégal. Ça existe au Sénégal. Ah oui. Donc, beaucoup ne le savent pas. Hein. Oui, bon, on essaie de le lancer. Mais parce que justement, bon, l'accès au financement d'équipement, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Par exemple, si je voulais une voiture pour conduire sur Yango, bon, peut-être je vais devoir acheter à 5 millions une voiture, etc. Ça, c'est dur. Mais il y a maintenant des sociétés qui peuvent financer l'actif. Tu payes par mois et tu utilises le véhicule. Et c'est la même chose qu'on fait avec nos motos. C'est leasing en fait. C'est un leasing. C'est un leasing. C'est la même chose qu'on fait avec nos motos. On finance de la part de moto de la part du client. Et le client, il paye par mois, par semaine ou même par jour. Donc ça offre plus de flexibilité. Donc ça veut dire que sans aucun apport, il peut venir travailler avec SolarBox. Et on a même aussi lancé notre propre application qui ressemble à Yango, c'est l'application pour commander une livraison. Votre dernier mot, monsieur Watt. Oui. Donc en fait, tout est possible. Je pense que les jobs de l'avenir sont variés et vastes. Et ils sont souvent créatifs. Donc il faut innover, il faut réfléchir outside the box et il faut oser. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Ousmane. À bientôt. Merci. Réseau. Est-ce qu'on fait pour avoir un réseau de qualité? Et dès le plus jeune âge, finalement, comment est-ce qu'on fait pour bien s'entourer? C'est quoi les critères, finalement, de choix pour laisser entrer une personne dans notre réseau ou pour choisir peut-être, là, voilà, il y a plein d'événements comme ça. Comment on fait pour choisir le type d'événement dans lesquels on va, les événements dans lesquels on ne va pas? Qu'est-ce que vous conseillez finalement aux personnes de l'audience pour bien construire leur réseau professionnel? C'est très simple. Quelqu'un qui a un salaire de 1,7 million en France, qui l'abandonne pour rentrer et accepter 85 000 au Sénégal, il y a une seule chose qui peut le justifier. Au moment de mon embauche, on m'a dit: tu vas installer l'Internet à tous les ministres du Sénégal, y compris le président de la République de l'époque. Tu vas installer l'Internet à tous les ambassadeurs accrédités au Sénégal et à tous les DG au Sénégal. Je dis OK. Pour qu'un jeune ait un portfolio aussi important, il faut dépenser des millions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à mon directeur technique, j'accepte. Il m'a dit: mais Mamadou, c'est 85 000, c'est pas tes millions que tu gagnais en France. J'ai dit: j'accepte. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'installais l'un d'entre eux, je devais rester 4 heures de temps pour leur expliquer comment utiliser l'Internet. Et pendant ces 4 heures de temps, on noue une relation. Déjà, ils me voyaient comme leur fils. Voilà. Donc, Mamadou, il y a mon fils qui va faire son bac, qu'est-ce que tu lui conseilles? À l'époque, je disais télécom réseau, ok, à tout le monde. Et c'est ce qui a fait que, bon, il y a toute une génération d'informaticiens et de télécom réseau, ça vient de là. Et donc, parfois, il faut accepter des sacrifices, ok. Pour moi, le fait d'avoir accès à tous les ministres du Sénégal, DG, ambassadeur, is priceless. Il n'y a pas de prix pour ça. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Tous les télécentres du Sénégal, j'ai décidé de les transformer en cybercafé
Et il y avait un seul problème. C'est le prix des ordinateurs coûtait cher. Les modems étaient considérés comme des équipements de télécom. J'ai parlé à 2 ministres à l'époque qui faisaient partie de mon réseau, ce dont parle Aïssa. Je leur ai dit, bonjour, nous sommes ici au salon Dakar Job Dating et nous sommes ravis de vous avoir comme papa ici dans ce salon et nous sommes fiers aussi que vous voyez tous les efforts qu'on est en train de déployer pour cette jeunesse. On voulait avoir vos impressions et le message adressé aux jeunes par rapport à ce contexte d'emploi et d'entrepreneuriat et au contexte du Sénégal, plus généralement. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Je m'appelle le Dr Hamé Watt. Je suis professeur en retraite aux États-Unis. Je suis le père de Tidjane Watt qui vient de vous parler. Et je suis sénégalais évidemment d'origine. Et vraiment, je suis très content de cet événement. J'ai assisté au panel, à la discussion de panel. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Et surtout, vraiment, je vois que le Sénégal maintenant commence à donner la priorité là où il fallait le donner, c'est-à-dire à l'emploi des jeunes. Quand je suis venu ici, il y a une semaine et demie à peu près. Vraiment, j'ai remarqué comme une explosion de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes. Je me suis dit, bon, ça c'est un problème. S'il n'y a pas d'emploi, ça sera un grand problème pour le pays. Et donc, je suis très content de voir ça, cet effort d'employer les jeunes dans tous les secteurs possibles de l'économie. Parce que, comme ils ont dit ça dans le panel, il n'y a pas que le gouvernement qui peut employer tout le monde. Il faut aussi le secteur privé. Et d'autres secteurs, nous, comme on aime le dire en Afrique, le secteur informel. Donc on a le secteur privé, le secteur informel et le gouvernement qui donne la chance aux jeunes. Parce que vraiment l'emploi devient la priorité number one, la priorité principale du pays. Donc je suis très content de cet effort et c'est très bien. Quel est votre message adressé aux jeunes pour les motiver, pour leur donner des conseils? Comment ils doivent s'orienter par rapport à vous, votre époque? On n'avait pas la chance d'avoir tout ça, les réseaux sociaux, nouvelles technologies. Quel est le message que vous voulez adresser aux jeunes? Très bien. Mon message aux jeunes est simplement, c'est-à-dire il faut d'abord croire en soi-même. C'est ça qui nous manquait, nous, à notre jeunesse, parce que l'esprit des colonisés ou des récemment colonisés, c'est différent de l'esprit des libres. Donc il faut croire en soi-même, il faut croire que l'Africain, le Sénégalais peut faire tout ce qu'il entreprend, comme un Chinois, comme un Américain, comme n'importe qui. Donc croire en soi-même et puis apprendre les métiers, apprendre à avoir l'expérience et puis avoir le courage de ses idées. Vraiment, c'est ça mon message, avoir le courage de ses idées, croire en soi-même et puis essayer. Plonger dans l'arène un peu. Comme les Mbirlamb, il faut plonger dans l'arène. Merci. Et votre dernier mot, M. Watt? Mon dernier mot, Inch'Allah, c'est d'abord tous les souhaits en tant que troisième âge. Je veux prier pour la jeunesse, santé, bonheur et succès dans leur vie. Et Inch'Allah, je les encourage à continuer à croire en eux-mêmes, à croire au Sénégal, à croire à l'Afrique et à croire qu'ils peuvent faire les choses. Il faut que l'Afrique soit différente maintenant. Nous sommes fatigués d'entendre que les Africains ils ne peuvent rien pour eux-mêmes et des choses comme ça. Il faut que l'Africain croie en lui-même d'abord avant que les autres croient en toi. Donc courage et bonne souhait, bonne chance. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Mais on a plutôt des gens qui répondent aux dossiers et aux appels d'offres. Parce que comment on l'a construit? C'est parce qu'on a cherché à faire l'excellence notre métier principal. Donc de tout ce que vous faites, il faut penser à être excellent dans ce que vous faites. Si vous êtes excellent, ce n'est pas parce qu'on a besoin de dire qu'on est excellent, c'est les autres qui vous jugeront. Et quand vous sentez qu'on vous recommande à d'autres entreprises ou d'autres personnes, je cherche un stagiaire, on te dit, oui, pense à Yacine parce que je pense qu'elle peut régler ton problème pendant que ton secrétaire ou ton assistant est absent. Après, tu fais du bon boulot et demain, quelqu'un d'autre va faire appel à tes services, ainsi de suite. Donc, pour moi, pour ma part, construire un réseau, c'est d'abord cultiver l'excellence et faire preuve de discipline, de rigueur, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'humilité.
C'est pas parce qu'on est excellent, on doit dire qu'on est excellent. On attend qu'on nous dise qu'on est excellent. Ça, c'est très important. Et quand les autres l'apprécient de cette manière-là, je pense que le réseau viendra tout seul. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on va bientôt passer aux questions-réponses. Et avant cela, j'aimerais que vous nous disiez peut-être finalement comment ça se passe dans vos entreprises respectives, parce que finalement, les personnes qui sont là aussi parce qu'elles cherchent du travail. Hein. Donc, comment se passent les recrutements dans vos entreprises respectives, combien de postes vous avez peut-être d'ouverts en ce moment, et du coup, quels conseils est-ce que vous leur donneriez pour pouvoir espérer peut-être décrocher un entretien dans vos sociétés? Merci Aïssa. En fait, Wow Telecom, comme je l'ai dit, hein, nous sommes fournisseurs d'accès Internet et on est sur des projets qui vont... Allô? Si vous sortez par cette porte, vous tournez à droite, vous allez voir le stand de Wow et ils ont un panneau solaire sur la table et un équipement qui ressemble à... Bon, je ne vais pas dire le mot, je vais vous laisser le découvrir. En fait, c'est un projet que nous avons pour donner la chance à toutes les filles du Sénégal, à toutes les ménagères du Sénégal, en leur donnant un équipement qui a des modems 4G, 5G à l'intérieur, qui peuvent être connectés par un satellite et donner de l'Internet pendant 10 jours sans soleil, sans solaire. Donc l'idée c'est quoi? C'est ingénieur pétrolier. On va former des jeunes filles, on va elles vont l'amener au niveau de leur village, la génie chimique, au Sénégal. Je suis allé en France où j'ai obtenu une licence et un master en chimie organique. Ensuite, une fois rentré au Sénégal, j'ai intégré l'Institut national du pétrole et du gaz où j'ai suivi une formation en master en ingénierie pétrolière et gazière. C'est par la suite que j'ai intégré Technip Énergie. D'abord en tant que stagiaire, logistique et matériel. Et ensuite, j'ai poursuivi dans l'ingénierie, dans la logistique et la gestion de matériel. Donc dans le cadre du projet Tortue FPS. Ok. Vos impressions pour ce salon? Alors, je vois que c'est un salon très très intéressant, qui a du succès. Au moins, c'est l'une des premières initiatives que j'ai vues qui permet à des jeunes candidats ou à des entrepreneurs de rencontrer des experts, des recruteurs, des DRH, des directeurs généraux, d'échanger directement avec eux et de pouvoir poser leurs questions, exposer leurs profils. De même, les directeurs généraux, les DRH peuvent partager leur expérience, leur parcours, ou des ingénieurs comme moi qui sont venus partager avec des étudiants leur parcours pour qu'ils puissent s'inspirer ou pour qu'ils puissent comprendre le marché de l'emploi un peu plus et comprendre les différents chemins qu'ils peuvent adopter en fonction de leurs études et qu'ils peuvent l'adapter à eux-mêmes. Donc pour pouvoir espérer trouver un emploi, c'est ce qu'on souhaite tous pour les jeunes et c'est pour ça que ce type de salon comme le DJD requiert d'une importance. Alors, vous avez un parcours, on va dire, d'excellence avec tout ce que vous avez décrit. Si vous aviez des conseils à donner à ces jeunes, quels conseils vous leur donneriez? Alors, comme j'ai dit lors du panel, donc c'est d'abord de croire en eux, de croire au fond d'eux-mêmes, avec foi et détermination et ambition surtout, qu'ils ont leur place, quel que soit le domaine. Ils ont leur place. Le travail est dur s'ils sont étudiants, s'ils sont en recherche d'emploi aussi, de savoir valoriser leur profil au maximum. Oui. De développer deux types de compétences. Il y a les hard skills, on a dit en anglais, il y a les compétences technico-pratiques, et il y a les soft skills aussi, donc des compétences plus humaines. La capacité d'écoute, l'adaptabilité, le savoir communiquer, savoir garder une attitude professionnelle, la gestion du stress. Tout ceci, c'est l'ensemble des compétences que je peux dire à développer, en plus des connaissances techniques qu'ils ont.
et pour pouvoir intégrer de grandes entreprises qu'on voit ici qui ont présenté leur portfolio au niveau du salon. Merci beaucoup. Quel est votre dernier mot pour ce salon? Alors, comme dernier mot, c'est de remercier les organisateurs, de remercier le cabinet HCP, de remercier Technip Energy, donc une entreprise qui m'a permis d'être là. Moi, j'ai été pris en tant que stagiaire. D'accord. Je suis sorti de l'INPG, certes, une formation d'excellence. J'ai été pris en tant que stagiaire, j'ai progressé petit à petit jusqu'à devenir ingénieur. Voilà, et de féliciter les organisateurs de l'événement, les intervenants, les sponsors, et d'encourager les jeunes aussi à participer à ce genre d'événement. De ne pas rester chez eux à se dire que j'ai fini par exemple, je dépose mais je n'ai rien. Non, il faut se lever, il faut se déplacer. Voilà, se déplacer, aller vers les gens, communiquer. On est dans l'ère des réseaux sociaux, les exploiter au maximum. Des outils comme LinkedIn, ce sont des excellents outils pour trouver de l'emploi par exemple. Peut-être c'est ce conseil-là et les encourager encore plus à, si c'est des étudiants à travailler, si c'est des demandeurs d'emploi, encore valoriser leur profil et y croire au maximum et savoir que c'est possible. Je suis un exemple, tel ou tel autre sont des exemples que le contenu local sénégalais, le tissu local sénégalais dans le secteur de l'énergie ou dans d'autres secteurs existe bien et qu'il est bien possible de se faire son trou, d'avoir son bonhomme de chemin dans ce secteur, que ce soit au Sénégal ou à l'international. Merci beaucoup, M. Thiam, et bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci beaucoup. Ont été chercher un directeur général Guinée-Conakry. Nous avons eu beaucoup de CV, plus de 2000 CV. Je me suis intéressé à ceux qui débutent. J'en ai appelé quelques au téléphone. Ils ont eu la surprise de m'avoir au téléphone. Je dis, j'ai vu sur votre CV, vous n'avez jamais travaillé dans votre vie et vous voulez être directeur d'une compagnie. Il y en a un qui m'a dit, oui monsieur, parce que je veux apprendre. Je sais que je vais apprendre. Je dis, toi, tu viens me voir parce que tu es intéressant à partir du moment où tu dis que tu veux apprendre. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est de l'audace. Sur les postes, je pense que tous les postes sont ouverts parce que j'ai discuté la semaine dernière, avant de venir ici, avec le DG de Vigilus Dakar, qui m'avait dit que tous les postes, nous cherchons des stagiaires dans un premier temps, des débutants. Parce qu'aujourd'hui, Vigilus a un système de management intégré. On est certifié ISO 4 fois. Donc, quand quelqu'un il vient avec un modèle, on lui apprend notre modèle. Quand quelqu'un il arrive, il n'a jamais eu de modèle, c'est encore mieux. Parce qu'il est tout frais des études et on lui apprend. Alors, on fait évoluer aussi des personnes qui n'ont jamais travaillé. Aujourd'hui, je donne l'exemple d'un directeur que j'ai dans un pays qui a été un agent de sécurité chez nous. Il a été un agent de sécurité et au bout de 2 ans, il s'est fait remarquer. C'est aussi le cas au Sénégal parce que sur les 1500 collaborateurs que nous avons, il y a à peu près 200 qui ont des licences Bac plus 3, Bac plus 4, ainsi de suite, mais qui évoluent en carrière. Parce que quand on a une banque d'employés comme ça, il faut regarder et faire des recrutements internes avant de penser à faire des annonces sur la candidature. Donc tout le monde a sa chance chez Vigilus sur les différents corps de métier.
Hier, j'ai appris qu'il y avait 500 demandes de stage. Ils ont reçu plus de 500 CV. C'est génial. C'est ça le but. Machallah, je pense que beaucoup auront la chance de travailler chez Vigilus. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de travailler chez Vigilus auront la chance aussi d'être recommandés, parce que nous sommes généreux sur ça. Des fois, on me contacte moi en personne pour me demander si je connais des gens qui cherchent des stages et qui sont sérieux. Je prends des CV au pif, parce qu'à partir du moment où, pour moi, quand quelqu'un prend son CV, il le dépose avec l'intention de chercher du travail ou du stage, je pense qu'il est assez sérieux pour le faire. C'est pour ça que je le recommande. Bon, c'est ce que j'avais à dire, mais aussi je vais ajouter un élément qui est très important. Les étudiants, quand ils sont en cours d'études, ils attendent souvent la 3e année, la 4e année ou même la 5e pour commencer à demander des stages. Pourquoi aujourd'hui la France est challengée sur l'emploi? C'est parce qu'ils ont inventé un modèle de contrat de professionnalisation. C'est-à-dire l'étudiant, dès la première année, il commence à fréquenter l'entreprise. Même s'il vient là-bas, il va faire du nettoyage, il va voir les gens, comment ils travaillent, comment l'environnement de professionnel se fait. C'est avec ça qu'il va apprendre. Donc je conseille à tous les étudiants, dès la première année, de commencer à faire des stages, de commencer à faire les petits boulots. Parce que ça, c'est des expériences cumulées avec le temps qui permettent à la personne de se forger une carrière. Merci. Merci, messieurs. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. Alors, on va passer aux questions-réponses. Nous avons 2 personnes qui vont faire passer les micros et vous pourrez poser vos questions à nos 2 super dirigeants. Alors, est-ce qu'on a une première question, s'il vous plaît? Ok. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Mbaye, monsieur Ndao. Je me nomme Pape Alassane Diop, responsable du développement des affaires chez African Management Institute. Je n'ai pas particulièrement de questions. Je voudrais donner rapidement mon appréciation. De les recevoir sur notre plateau de direct, monsieur Ndour et monsieur Fall, qui sont... Par rapport aux belles interventions de la part des 2 grands messieurs qui sont là. Et je voudrais dire qu'en Amérique, c'est ce qu'ils appellent le giving back. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est une grande chance, il faut le dire, c'est une mine d'or d'avoir des gens qui sont très talentueux, des gens qui sont hyper expérimentés et qui sont généreux dans l'échange, dans le partage, dans l'orientation et dans le fait de guider les plus jeunes. Donc voilà, rapidement, moi j'ai retenu plusieurs choses et ils ont parlé du fait de sortir de sa zone de confort. C'est ce qui est hyper important parce que quand nous sommes plus jeunes, on a tendance à vouloir être dans la sécurité. Et le fait de vouloir rester dans la sécurité fait que nous n'allons pas avancer dans la vie. Donc pour les jeunes, les plus jeunes, il est important d'oser. Et je pense que c'est le thème même de cette masterclass. Oser plus, essayer de faire de petits pas, essayer d'apprendre davantage, de sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles compétences, de nouvelles choses que l'on peut faire. Rapidement, deuxième chose que j'ai retenue, ils ont parlé de l'échec. Et ce qu'il faut dire par rapport à cela, dans l'échec, on apprend beaucoup plus que dans la réussite. Parce que lorsqu'on réussit, on a tendance à penser que nous maîtrisons beaucoup de choses. Mais lorsqu'on échoue et qu'on se relève, là, ça nous permet d'avancer, d'être plus résilient, d'être plus courageux et d'avancer beaucoup plus. Et je voudrais terminer rapidement par une chose. Pour les jeunes qui sont, pour les candidats, on va dire, qui sont les plus jeunes, moi, je voudrais juste dire, quand vous démarrez, comme l'a si bien indiqué monsieur Mbaye, c'est que
oser démarrer par un stage. Quand on est très jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, il ne faut plus. Mais il y en aura d'autres postes. Par exemple, un poste. Personnellement, c'est très rare que vous ayez ce poste-là. Mais essayez de déposer une demande de stage pré-embauche. Et une fois que vous avez cette première expérience-là, donnez-vous à fond, mettez-vous au service de l'écoute, soyez disponible. Et là, c'est comme ça que le réseau va commencer. C'est comme ça que vous allez vous construire une réputation, un réseau et des gens qui vont pouvoir vous faire confiance. Merci encore une fois. Merci à nos deux interlocuteurs. Merci pour cette intervention. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Oui. N'hésitez pas à lever la main. Oui, madame. Bonjour, c'est Madame Bolo, mon retraité, informaticien retraité. Je salue tout ce qui a été dit de bien. M. Ndao, M. Mbaye, ils ont beaucoup de choses en commun, la bravoure, la persévérance, tout ça. Mais moi, je crois qu'il y a une leçon qui n'est pas passée. Parce que qu'est-ce qui peut amener un étudiant en droit qui devrait s'attendre à porter une cravate à aller maintenant, qu'est-ce qui peut le pousser à aller au marché Colobane, prendre de la friperie, repasser à les vendre? Je crois qu'il y a un instinct quelque part. Ou bien il a voulu dire aux gosses là, ne sous-estimez pas un métier. Je crois qu'il y a ce message-là. En entrant tout à l'heure, j'ai dit à un des demandeurs d'emploi, vous êtes trop pressé. Généralement, quand il demande qu'il poste une demande de stage, il dit, est-ce que c'est rémunéré? Pourquoi cette question-là? Un stage, c'est fait pour apprendre, ce n'est pas fait pour avoir de l'argent. Donc moi, je crois que c'est ce message-là que je voulais que M. Mbaye martèle encore aux oreilles de ces enfants-là, j'ose dire, les enfants. Mais bien à la population locale, oui. D'avoir des pistes, peut-être informelles dans une certaine mesure, mais également formelles, d'insérer ou bien d'absorber une certaine population sur le marché de l'emploi. Et ça permet de dynamiser de manière transversale les secteurs économiques qui sont au Sénégal et qui sont dans une situation de faiblesse. Comme par exemple, on est dans un secteur vraiment... mais ba léegi waxoo ñu lan ngay def pour ñu xam xale li ngay génne technique mais il faut nga wax ñu. wax rek bon. yow c'est qui? moi j'ai fait sciences politiques et relations internationales de base. moo tax mu xale ñu. Après j'ai fait management de l'énergie et des ressources pétrolières. Voilà, donc je suis actuellement à la recherche d'emploi. D'accord, ok. J'ai eu à faire des waa INPG xaw ma ndax yéen a ngi may dégg mais ñoo leen xaw ma institut du pétrole beeg yooyu noonu. Voilà ñoo leen jël sama waaj. Bon maa ngi nii. jàllale na message waaw. Voilà un message, ouais. Donc du coup, contenu local, ça doit solo. Parce qu'il y a une loi sur le contenu local qui fait que les entreprises qui sont de nature, des entreprises sénégalaises, qui sont des entreprises autochtones, ont un pourcentage sur les rentes pétrolières et doivent être perfusées par ce budget-là pour plus booster l'économie du Sénégal. Donc sur ce volet-là, je vais passer un petit message. S'ils peuvent créer beaucoup de valeur, créer une certaine valeur ajoutée par rapport à ce domaine de compétences-là, épauler, aider, tutorer ces jeunes-là qui sont à la recherche d'emploi, qui vivent également une soudure économique, une soudure d'insertion. On leur demande une certaine expérience qu'ils n'ont pas. Ils prennent de l'âge, ils ont beaucoup de charges fixes à combler et ils n'ont aucun rempart à activer pour pouvoir s'en sortir. Donc penser à ces jeunes-là est une chose qui a un soubassement de religiosité, parce que ça a un soubassement de lien empathique et émotionnel. Également pour cognitif, parce qu'on doit passer à cet investissement que l'État a fait sur leur carrière professionnelle. Le budget qui émane des participations de nos maires, de nos parents, de nous-mêmes, et qui, à la limite, se voient sacrifiés sur une période d'inactivité professionnelle. Donc, pensez à comment pouvoir créer de ce chômage-là une valeur à exploiter pour vraiment construire un Sénégal qui peut concurrencer n'importe quel pays, parce qu'on a tout pour l'être. Vraiment, c'est une chose, qui va... Ça c'est le message du dernier mot. Je vais me tourner vers M. Ndour
pour lui demander son message adressé aussi. Mon message, moi j'adresse mon message aux salariés déjà. Oui. Hier, lors de la présentation, il y a un message important lancé par Aminata Sarfal. Oui, Ami Sarfal. Ami Sarfal. Oui. Donc par rapport à être bilingue, c'est-à-dire parler seulement le Wolof ou bien le français seulement, ça ne va pas aider les jeunes pour leur évolution, surtout de façon vraiment, c'est-à-dire à l'extérieur du Sénégal. Oui. Parce qu'une fois sorti du Sénégal, la langue qui nous unifie nous tous, c'est comme disait le Senghor, c'est le jour du rendez-vous, du donner, du recevoir. Oui. C'est cette langue-là qui est l'anglais qui va nous unir nous tous. Oui. Donc pour moi, les jeunes doivent s'ouvrir, c'est-à-dire s'ouvrir pour parler anglais, pour être bilingue. Et ça leur permet d'avoir déjà une évolution au niveau de leur société et au niveau dans une entreprise, ça te permet d'avoir cette valeur ajoutée-là par rapport à tes collègues. Sama gars, merci beaucoup. Et à bientôt. Hein. Merci, bon retour. Merci, à bientôt. Je laisse le numéro. Oui. Merci, merci. C'est quoi le délire? Les deux? Oui, ça va. Quelqu'un qui a 23 ans et qui vient de terminer, ou bien qui est en bac plus 2 avec du retard, je vais lui dire la même chose, l'entrepreneuriat. Ok? Allez chercher du boulot, vous aurez largement le temps de retourner à l'école et vous avez une chance inouïe aujourd'hui. Il y a tellement de centres de formation qui vous permettent de faire de la formation continue et n'arrêtez jamais, jamais d'apprendre. Mais allez-y directement et allez en entrepreneuriat. Parce que ce que vous allez apprendre, c'est capturer de la valeur et avec cette valeur, vous pourrez aller dans les meilleures universités au monde en payant de votre propre poche. Donc c'est ce que je vous recommanderais. Merci. Prendre du coup la troisième question avec la demoiselle qui est devant. Allez-y. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on puisse vous voir. Merci. Bonjour monsieur, bonjour cher public et merci pour les interventions et les conseils que vous nous avez donnés. Oh, excuse-moi. Bon, concernant le stage, je voulais y revenir parce qu'on constate qu'aujourd'hui, bon, je dirais pas aujourd'hui, c'est depuis très longtemps, pour avoir un stage ici au Sénégal, c'est un peu difficile. D'après vous, c'est quoi les causes exactes de ce phénomène? Et parce que la plupart, on nous dit qu'il n'y a pas de... ici au Sénégal, on ne manque pas de travail de ce genre ou bien de stage, mais on ne sait pas carrément la raison pour laquelle les gens ne parviennent pas à avoir un stage. De mon côté, moi j'ai eu mon premier stage à ma deuxième année, et à chaque fois, même aujourd'hui, même quand je me réveille, je me dis que merci mon Dieu d'avoir ce premier stage parce que voir mon CV et constater que j'ai eu dans ma partie expérience, premier stage jusqu'à présent, ça me fait plaisir. Et le monsieur là, ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. Bon, de nos jours, on est un peu pressé. Genre, on se dit qu'on est étudiant, donc une fois qu'on aura notre licence directement, on doit avoir un job sans pour autant réfléchir qu'on doit passer par le stage d'abord pour avoir un peu d'expérience et avancer. Merci. Excellente question, mademoiselle ou madame. Je vais laisser Mamadou répondre. Merci.
moi, je vais vous donner encore une anecdote parce que je me dis c'est avec les scénarios et les histoires qu'on va apprendre. J'avais fait une annonce pour la première chose, il fallait avoir son permis, il fallait avoir un bac+2 minimum et voilà, pour le poste. J'étais à Saint-Louis pour un jumelage pour la première fois pour montrer l'Internet au niveau de Saint-Louis. Donc c'est mon DG et mon directeur technique qui avaient fait les interviews. Ils sont venus, ils m'ont présenté donc les candidats. Ils m'ont dit on a sélectionné tel ou tel candidat. J'ai dit oh ok c'est bien. Et tout de suite le directeur technique a dit ah par contre on a eu un phénomène. Il y a un gars qui n'avait pas son permis, qui a osé venir à l'entretien pour dire qu'il allait demander à son grand frère de le conduire pendant 1 mois, le temps qu'il cherche son permis. Donc vraiment, parfois, ces jeunes-là, je ne sais pas à quoi ils pensent. Devinez quoi? Je lui dis, c'est cette personne que je veux. Il me dit, non, attends, Mamadou. Tu as dit critère numéro 1, permis de conduire. Un gars vient sans permis, il veut amener son grand frère pour le conduire, et tu veux le prendre? J'ai dit, je ne vais même pas regarder les autres CV, parce qu'il en vole. Voilà quelqu'un à qui je vais donner 1 mois. Je vais le conduire moi-même pour aller en clientèle. Je vais le former, mais à l'issue des mois, du 1er mois, il doit me donner son permis. C'est ce gars que j'ai choisi. Donc, parfois, quand vous faites vos demandes de CV, il faut oser. Il faut oser. Ne vous dites pas que oui, mais bon, ils disent bac+4, j'ai un bac+3 avec un peu d'expérience. Allez-y, déposez. OK? Donc, osez déposer, même quand les critères de sélection font défaut. Je vais vous dire une chose, il a dit tout à l'heure, nous tous, on est des apprenants. OK? Moi, aujourd'hui, j'ai 32 ans d'expérience dans les télécoms. Il n'y a aucun poste, même si c'est président de la République, je vais aller déposer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je vais apprendre en faisant ce travail. Donc, n'ayez pas peur. Et quand l'autre l'a dit tout à l'heure, ne vous dites pas que j'ai fait des études en droit, j'ai fait des études en informatique, donc je ne vais pas déposer dans une compagnie qui n'a rien à voir avec l'informatique. La plupart des gens qui viennent nous voir se disent, ok, c'est une société de télécom, donc il faut un profil d'informaticien. Non, on a des gens qui gèrent notre logistique, nous avons des secrétaires, nous avons des assistants, nous avons des gens des gardiens, donc des gens qui font le commercial, le marketing, déposés partout. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas l'annuaire, mais allez en ligne, regardez la liste des compagnies qui existent au Sénégal, déposez, et vous allez voir, vous allez tous trouver des stages. Merci. Alors, merci pour ta question, elle est très pertinente. Hein. Alors, moi, je pense qu'il faut dépiéger en général le piège dans lequel vous vous mettez quand vous cherchez du stage. Parce qu'en général, quand on cherche du stage, on dit que je suis bac+3 en marketing ou en droit. Donc, je suis à la recherche d'un stage en marketing et en droit. Ça, c'est un piège qu'il faut éviter. Il faudra dire exactement que je suis bac+4 en droit ou en marketing ou en commercial. J'accepte tous les postes qu'on me propose dans l'entreprise. Alors, c'est cette mention-là qui fait défaut. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai eu aujourd'hui des managers et des responsables. Je donne l'exemple du manager SIE. L'influence qu'il y a eu sur les services internes aux entreprises. Lui, il s'occupe de la partie escorte, transport de fonds, gardiennage et nettoyage. Le monsieur, il a un bac+3 en comptabilité. Tout ce qu'il a appris dans le management, il l'a appris en interne. Il est venu, il est passé dans une autre boîte, il est arrivé chez nous, c'est comme ça qu'il a appris. Mais en général, vous voyez des stagiaires qui viennent, qui vous disent que voilà, moi, mon école m'a demandé, ou mon encadreur m'a demandé de faire un stage pour valider mon diplôme dans tel ou tel domaine. Il faudra éviter ce piège-là. Un autre aspect qu'il faut éviter, comme il dit Mamadou, il faudra
éviter de voir un comportement d'hésitation. Je dirais plutôt que je dépose pas, je dépose, je suis pas, je relance pas, je reste attentif. Si on m'appelle, ou bien je vais sur le site internet, je vois leur plateforme où je dépose, mais je ne relance pas. Relancer veut dire se déplacer, que ce soit à pied ou en transport. Du chômage, de l'emploi. Que j'ai déposé mon CV ici. À partir de là, l'idée m'est arrivée avec la plupart des collègues et des copains que j'ai de dire tout simplement organisons un événement. Organisons un grand événement où on va faire connecter les grandes entreprises qui créent de l'emploi avec les gens qui cherchent de l'emploi. Mais au-delà de ça, parce que ce format-là existe, mais on a rajouté quelque chose de très particulier. On a dit, faisons-le d'abord en essayant de tirer des personnes qui incarnent la réussite entrepreneuriale. Ça veut dire quoi? Invitons des DG, invitons des DRH, invitons des experts, invitons des personnes qui incarnent la réussite entrepreneuriale, de sorte à ce que ces personnes inspirent tous ces gens qui vont venir pour chercher de l'emploi, ne serait-ce qu'à savoir qu'il est possible de réussir au Sénégal, soit par le prisme du salariat, soit par le prisme de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que nous travaillons pour la réussite de ce salon depuis des mois. Ok, Amadou, deuxième question. Avant Megno, je vous rappelle aussi qu'on est avec Babacar Charles Ndoye, qui fait partie de l'équipe d'organisation, qui est expert en cybersécurité, connu au Sénégal et à l'international. Nous avons l'honneur de le recevoir. Mais avant Megno Babacar, je vais poser une deuxième question à Amadou. Aujourd'hui, on a vu les enjeux de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans notre pays. Le contexte économique qui est extrêmement difficile. Au sortir des formations, le marché de l'emploi n'arrive pas à absorber tous les diplômés. Nous sommes dans un contexte très tendu sur cette notion d'emploi et d'entrepreneuriat. Quel est le regard que vous donnez aujourd'hui à cette situation? Et est-ce que vous avez eu à avoir discuté avec les autorités? Est-ce que vous avez leur accompagnement, leur consentement? Et quel a été tout ce processus? Quel a été le chemin que vous avez parcouru jusque-là? Alors, Ousmane, le regard que j'ai sur la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un regard d'acteur. C'est-à-dire que pour moi, voici un fléau qui touche notre société depuis des mois, pour ne pas dire des décennies. Et pour moi, face à ce fléau, il n'y a pas d'alternative à part l'action. Et quand je dis l'action, c'est quoi? C'est que chacun, dans le périmètre de son savoir-faire et de ses activités, doit s'engager. Le chômage n'est pas un fléau qui ne peut pas être réglé dans ce pays. Si on a les politiques publiques qu'il faut, des politiques incitatives à l'emploi, si on a un code du travail qui est réformé pour permettre aux créateurs d'emplois de prendre beaucoup plus de risques, si on attire les investisseurs et si on forme les compétences de sorte à ce qu'elles répondent aux besoins des entreprises, Ousmane, je te c'est pas impossible. C'est une question d'abord de volonté. Quand je dis la volonté, elle est d'abord politique. C'est un paradoxe. L'emploi, il est créé par le privé. Croyez-moi que les conditions d'accès à l'emploi, ces conditions, elles sont créées par le privé. Ça me permet de faire la transition sur aujourd'hui les autorités publiques. Quel a été leur positionnement vis-à-vis de ça? Je vais être transparent avec toi. Vas-y. Mais je vais être transparent avec toi. Je suis très mitigé. Je dirais même que je suis inquiet. Pourquoi je suis inquiet? Voilà l'emploi qui est devenu une question clairement définie comme une priorité au Sénégal. Ça a été dit et redit par la plupart de nos autorités. L'expérience que je tire de ce salon, je te le dis en toute transparence, sur la dizaine d'agences et de structures de l'État qui nous avons contactées de manière rigoureuse, je parle sur le contrôle parce que il y a eu peut-être 2 ou 3 qui ont pris le sérieux de cette question et qui l'ont accompagné. Ça me permet d'ailleurs de les féliciter. Je commence principalement d'abord par l'ANPEJ. L'ANPEJ a été l'une des rares agences publiques de l'État qui a accompagné le projet en tant que tel. On a l'ANPEJ, on a le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. On a l'Agence sénégalaise des études spéciales qui sont vraiment les structures qui ont été très supportives sur ce projet et sur ce salon. Hormis cela, en toute transparence, nous avons toqué à beaucoup de portes. Nous avons demandé beaucoup d'audiences, nous avons écrit beaucoup de courriers et malheureusement, le résultat qui était attendu n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Peut-être que c'est à notre niveau, peut-être que c'est notre approche qui doit être revue, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le niveau de support qu'on attendait, qu'il soit logistique, qu'il soit technique, qu'il soit humain,
qu'il soit financier. On ne peut pas traiter la question de l'emploi sans avoir un support financier. À tous ces niveaux-là, malheureusement, je suis tenté de dire que ça a été très mitigé, en espérant que c'est une première édition et que pour les prochaines éditions, peut-être qu'à ce moment-là, on aura beaucoup plus de support de la part de nos autorités. Mais je me tourne vers Babacar Charles. Babacar, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'expertises qui ont permis de réaliser ce projet qui est fait à titre privé, on va dire, et avec, on va dire, nos propres moyens. Et aujourd'hui, on a vu l'ampleur. Quel a été le secret, la recette? Là, je te pose la question pour les initiateurs du projet. Quelle a été la recette de ce projet? Parce que vous êtes les précurseurs aujourd'hui et ça s'est vu le résultat. Si vous pouvez revenir sur les contours de ce projet-là et voilà votre message par rapport à l'initiative aussi. Alors, bonjour Ousmane, merci beaucoup pour ce plateau, merci à Amadou Lamine pour cet engagement, cet élan patriotique d'avoir pris l'initiative de nous embarquer dans ce projet. C'est vrai que moi, depuis le début, quand il m'en a parlé, j'ai dit j'adhère. Je me rappelle, on était à des mois derrière. Moi, je dis de toute façon, pour cette période, je bloque mes voyages, je vais nulle part, je vais vraiment adhérer à ce projet. Pourquoi ce projet me parle? Parce que on ne peut pas être plus patriotique que de se dire on a du travail, on a un talent, il y a tout ce qu'il nous faut. Et pourquoi on ne tendrait pas la main à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères pour pouvoir les aider? Parce que l'emploi en Afrique, je ne parle même pas du contexte sénégalais, est un problème majeur et devrait être parmi les priorités des plus prioritaires. Il l'a dit, on a fait des démarches un peu partout. Certaines autorités ne nous ont pas reçus, d'autres ne nous ont pas écoutés, mais voilà, on ne l'a pas fait parce qu'on attendait quelque chose venant d'ailleurs. On l'a fait parce qu'on a voulu partager un élan de solidarité. C'était ça l'objectif premier. Et on s'est rendu compte avec ce salon que tous les jeunes diplômés qu'on a croisés et qui ont suivi nos masterclass, leur inquiétude aujourd'hui, c'est de se dire, à la fin de nos études, on fait quoi? Parce que même trouver un stage pose problème dans ce pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des corrections à faire et des améliorations. Mais à tous les niveaux, sur le contenu éducatif, qui doit être adapté aux besoins des métiers. Ici, tu entends des étudiants te dire, moi je leur pose des questions, je viens de sortir d'un master où j'ai plus de 160 étudiants qui font de l'informatique, ils sont férus de cybersécurité, je les écoute parler, et quand je pose des questions sur le contenu, je dis non. Pour moi, ce n'est pas un contenu adapté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, même pour le stage, ils ont besoin de vous avoir avec limite un petit background. Un petit background, c'est au moins d'avoir un contenu de l'école qui vous permet déjà qu'on puisse vous pousser. Parce que c'est clair que si on veut être compétitif par rapport aux Européens, par rapport au reste du monde, on doit se réorganiser sur le contenu de ce qu'on enseigne à nos étudiants. Ça, c'est la première responsabilité. La deuxième responsabilité, c'est aussi les structures. Les structures ne se mettent pas souvent à la page par rapport au métier. Et ce salon a permis, par exemple, à certaines structures de pouvoir expliquer clairement leur métier sous-jacent que le commun mortel ne connaissent pas. Donc pour moi, ce salon, je suis très content d'en faire partie, très ému d'ailleurs, parce que quand Amadou Lamine m'a embarqué dans ce projet, je ne m'attendais pas à ça. Nous tous. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté d'avoir fait partie de ce premier salon de l'emploi, de l'entrepreneuriat, pour expliquer à nos jeunes diplômés qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, et voilà. Donc, eh ben, juste une deuxième question avant Delwati Amadou. En fait, là, on a fait beaucoup de masterclass, d'ateliers, de panels sur des sujets différents pour préparer les jeunes à l'emploi, pour les motiver. On a fait du développement personnel, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour les préparer à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Il y a un message quand même que tu voudrais peut-être adresser à ces jeunes, au-delà de ces activités-là, pour encore plus les motiver par rapport à ton expérience, parce que je sais que tu voyages beaucoup, tu as une expertise internationale. Quel est le message que tu voudrais adresser à ces jeunes? Alors, je leur ai dit tout à l'heure, comme dans le masterclass que je venais d'animer, qu'il faut toujours savoir se différencier des autres. Comme le livre qu'Amadou m'a prêté, un coup d'avance.
Donc il faut faire un plus par rapport à ce qui est là. Je leur ai dit, vous êtes à l'école, vous étudiez, mais vous devez d'abord fixer votre orientation. Il faut être focus. Vous voulez faire quoi? Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous accompagner de comment y arriver. Mais il faut d'abord que vous vous dites qu'est-ce que je veux faire. J'ai croisé des jeunes qui font une filière informatique et gestion. Je dis, à mon avis, c'est démodé. Mais on peut l'affilier à la partie sécuritaire de l'informatique, ne serait-ce qu'être prétendre à être un délégué à la protection des données. Parce qu'il y a de la conformité, il y a de la gestion de données, il y a plein de choses. Oui. Et ces étudiantes m'ont écouté et je pense qu'ils ont compris le message. Oui. Pour moi, le message à donner, c'est d'abord de focus et de bien choisir le métier qu'on veut faire. Soit on aspire à être employé, soit on va être entrepreneur. Oui. Mais dans tous les cas de figure, oui, il faut d'abord bien le définir. Ensuite, l'accompagnement, bon, nous on est là et c'est notre pays, c'est le Sénégal, c'est pour nous tous. Oui. On a envie de partager et le faire de manière la plus transparente et possible. Voilà, pas d'empreinte politique dans ce qu'on fait. Nous, on ne cherche pas de la visibilité politique. Oui. Ce qu'on cherche à faire, c'est de partager notre expérience de vie, entre guillemets, si on peut appeler notre réussite, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Oui. Merci Babacar. Merci Ousmane. Merci. Amadou, la dernière question avant le dernier mot. Aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est réalisé au salon. La question qui revient, c'est quelle est la prochaine étape d'abord, et ensuite quel est ton message adressé aux jeunes, à la jeunesse sénégalaise qui a vu ce que tu as fait durant ces 2 jours. Merci beaucoup Ousmane. Alors la prochaine étape à la sortie de ce salon, et c'est un des angles différenciants de tous les différents autres forums qui existent, c'est d'abord de manière assez rationnelle de faire l'évaluation du salon. Combien de personnes sont arrivées? Combien de personnes ont été accueillies dans les entreprises? Combien de postes exprimés par les entreprises ont été pourvus à des candidats venant du salon? Le suivi, on va dire. Le suivi, clairement. Il y a un suivi qualitatif et un suivi quantitatif. Le suivi qualitatif consistera à avoir des chiffres pour savoir, autant au niveau des entreprises qu'au niveau des candidats, quelles ont été les dynamiques que nous avons croisées. Ensuite, sur le plan qualitatif, quelle a été la satisfaction globale au niveau des entreprises de ce qu'elles ont vu, et quel a été le niveau de satisfaction aussi de tous ces candidats qui sont arrivés. Et dans ce qualitatif, on essaiera de savoir qu'est-ce qu'ils ont tiré comme expérience positive du salon et est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels elles voudraient avoir davantage de services, de prestations, d'accompagnement. Je pense que tu l'as dit tout à l'heure avec Charles, on a eu beaucoup de masterclass, beaucoup de formations. De formations, Ousmane, sur des sujets qui sont critiques en matière de recherche d'emploi. Des soft skills, savoir bien parler, savoir communiquer, avoir un projet clair, avoir un focus assez clair sur sa trajectoire professionnelle. Ce sont des choses qui font beaucoup défaut chez les jeunes. Et donc ça, on va essayer de l'évaluer, de le quantifier. Ousmane, tout ceci sera partagé sur la place publique et surtout au niveau de nos autorités. Parce qu'à la fin de la journée, il y a une tutelle sur la question de l'emploi, c'est nos autorités. Et donc les enseignements tirés du salon seront partagés. Il y a un mémorandum qui va sortir et qui leur sera partagé. Il y a un magazine aussi. Il y a un magazine, merci de le préciser. Il y a un magazine qui s'appelle Oser Plus, dont la première édition va sortir le 7 janvier et qui parlera globalement du salon, mais de la question de l'emploi avec tous les différents experts qui vont intervenir là-dessus. Quel est mon message pour les jeunes? Je crois que je l'ai dit hier lors de la cérémonie d'ouverture. Ousmane, pour moi, le chômage, ce n'est pas un fléau, ce n'est pas un mal inéluctable. Chacun d'entre nous a la possibilité, soit de manière active, d'aller chercher un emploi ou de créer son propre emploi. Ousmane, il n'y a pas de sous-métier. Ce n'est pas nous qui le disons. Sortir de chez soi, mettre une table, avoir un projet clé pour vendre des cacahuètes, c'est un métier. Et je te donne une anecdote. J'ai eu la chance de travailler avec des hommes qui ont abouti et on peut dire réussi dans ce pays. Des hommes d'affaires très aboutis, qui sont devenus des milliardaires. Et je pense que tout le monde connaît d'ailleurs cette histoire-là. La majorité des hommes d'affaires sénégalais qui ont réussi ne sont pas passés par l'école. Et ont commencé leur parcours par des métiers. Serigne Mboup, par exemple. Serigne Mboup. Babacar Ngom. Abdoulaye Dia. Malick Gueye. Tous ces personnages forts aujourd'hui de notre système économique sont partis par des métiers souvent qu'on peut sous-estimer dans notre système social, dans notre système socio-économique. Mais c'est pour dire à tous ces gens ici, ne vous fixez pas comme objectif que le salariat direct au niveau des entreprises. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un emploi avec les entreprises,
créez votre propre emploi. Chacun d'entre nous a une passion, chacun d'entre nous a une envie, chacun d'entre nous a un talent. Nous, c'est ce que l'on dit. D'ailleurs, tu auras remarqué que quand on parlait du nombre de visiteurs, on a dit qu'il y aura plus de 10 000 talents. On n'a pas dit 10 000 candidats. On n'a pas dit 10 000 personnes. On a dit 10 000 talents. Parce que dans notre conception, chaque personne a un talent. Certains l'expriment, d'autres le laissent en sommeil. J'espère qu'avec tous les différents experts qui sont venus ici, tous les gens qui sont venus ici sauront que leur talent sommeille en eux et il n'appartient qu'à eux de le réveiller, de le performer, de l'exceller et de le vendre. Et c'est comme ça qu'on devient riche. Ousmane, on n'est jamais riche par le salariat. Si beaucoup de gens viennent ici avec l'espérance de devenir riches, ce n'est pas par le salariat. On devient riche par les entreprises, par les affaires. Exactement, exactement. Et ça, ce sera mon mot de la fin. Et si tu me permets, je voudrais particulièrement te remercier pour tout le travail que tu abats. C'est très difficile ici d'interviewer la plupart des gens qui sont présents et je vois l'expertise que tu nous apportes dans le cadre du salon. Merci à toi pour tout ce qui a été fait. Alors moi, ce que j'aimerais rajouter pour le mot de la fin, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent, en tout cas les décideurs qui portent l'impulsion, que ce salon a été gratuit pour toutes les personnes qui sont venues en recherche d'emploi ou de stage. Ils ont déboursé 0 franc et que toute la partie financière de ce projet a été supportée par Amadou Lamine Fall et son cabinet. Voilà, c'est mon mot de la fin. C'est l'occasion ici aussi de le remercier parce que je trouve que normalement je ne suis pas interviewé, mais je trouve que le dire, nous sommes plus que par un seul mot, c'est le patriotisme. Le patriotisme, c'est ça. Tout le monde le sait, on a vu le modèle économique, nous sommes partis par le bon train parce que tous les gens ici sont des experts dans leur domaine et bien leur vie. Ce qui nous lie, c'est le patriotisme. Il a impulsé, il a laissé beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, et on l'a suivi. Aujourd'hui, on est fiers à l'issue de ces 2 jours-là d'avoir abordé ça. Maintenant, il faudrait, le message qu'il a lancé tout à l'heure, il faudrait que tout le monde soit sensible à ces questions, à ces écoles, pour essayer de cette jeunesse. Parce que je peux dire encore le jour. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Ousmane. À bientôt. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Allô, test. Allô, test. C'est bon, ñi seen micro bi fàtte nañ ko def. Yéen a moom micro bi rek ci kaw. Non, ki ma wax moom beneen gars yi. Ah, on peut faire. Il est parti. Voilà. C'est là, monsieur. Maïmouna vient. Chakou, il est parti manger là. Mais il est parti manger. Il avait... Nous sommes le petit poussé et nous sommes en train quand même de tirer notre épingle du jeu.
Voilà, en quoi faisant? En donnant l'Internet le moins cher du Sénégal. Voilà, aujourd'hui, au niveau de nos points Wi-Fi Internet, on vend le giga à 100 francs CFA. Et c'est dû à une seule raison. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui au niveau de ce salon. C'est permettre aux jeunes d'avoir une inclusion digitale et de pouvoir entreprendre et de faire une transformation digitale à partir de chez eux et d'en faire des entrepreneurs. Voilà, donc c'est vraiment ce qui nous motive et ce qui a fait qu'on est venu au salon et on a donné ce qu'on a de plus cher, c'est ce que nous vendons, c'est l'Internet. Voilà, on l'a donné à tout le monde pour que les gens puissent, en étant ici, être toujours connectés avec l'extérieur. D'accord. Quel est votre message à cette jeunesse aujourd'hui qui est confrontée à cette problématique de chômage? On sait qu'il y a beaucoup de diplômés, il y a beaucoup de formés, mais le marché de l'emploi n'arrive pas à tout absorber. C'est pour ça que nous avons donné un cachet particulier à l'entrepreneuriat dans ce salon. Nous avons fait beaucoup de masterclass, beaucoup de panels pour les motiver. Quel est votre message à adresser à cette jeunesse aujourd'hui? Mais le message est très simple. Je viens de terminer un masterclass qui était sur Oser Plus. Et donc ce que je leur ai dit, on a tous un talent caché. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4 qu'on est obligé de travailler dans le domaine pour lequel on a été formé. J'ai donné un exemple très simple. À un moment donné de ma vie, où j'avais presque 20 et quelques années d'expérience dans les télécoms, j'ai commencé à débloquer des iPhones et ça m'a rapporté $5 000 par jour. Ah ouais. Voilà, mieux qu'un salaire d'ingénieur, de ministre et de président. Voilà, donc vraiment utilisez votre talent et n'attendez pas. Allez vers les entreprises. Ne restez pas en ligne, déposez et j'ai dit j'ai fait 200 demandes, mais j'ai pas eu de réponse. Allez à la porte de ces entreprises et je peux vous dire que si vous en faites 10, au moins il y a 7 qui vont vous offrir un stage. Voilà, donc n'hésitez pas, il faut y aller. Votre dernier mot, M. Ndao, pour les organisateurs, pour le salon. Merci, c'est vraiment une organisation. Nous sommes très très satisfaits et j'ai vu l'affluence quand même de cette jeunesse. Et j'ose espérer que chacun d'entre eux, à l'issue donc de ce salon, vont se retrouver avec minimum un travail. Minimum un. Inch'Allah. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Sissi. Bye bye. À très bientôt. À bientôt. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Et vous? Rappelez-moi le... Alassane Mbaye. Alassane Mbaye, Vigilus. C'est au Vigilus, voilà. Alors. C'est bon, bonjour. Nous recevons M. Ndao, qui est M. Mbaye, pardon. Alassane Mbaye, qui est le CEO de Vigilus, qui fait partie de nos plus gros partenaires de ce salon, qui a été sensible à ce projet. Nous le remercions au passage. Nous avons vu aujourd'hui l'impact de ce salon pour cette jeunesse. Nous aimerions avoir votre première impression à l'issue des visites que vous avez eu à faire et de vos interventions. Merci, monsieur. Merci. Monsieur Diallo, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Alors, c'est la première fois que Vigilus participe à ce genre de salon et je pense que c'est votre première édition. D'abord, je tiens à adresser mes vives félicitations aux organisateurs parce que ça a été une réussite totale sur le plan logistique, sur le plan de la mobilisation et sur le plan visiteur. Parce que j'ai eu, en tout cas en ce qui nous concerne, nous Vigilus, à recevoir plus de 500 CV. Et tous les CV ont été d'une pertinence appréciable qui pourrait permettre de développer avec eux pour voir comment on peut les recruter plus tard. Alors, ce qui m'a plus impressionné, c'est que vous avez donné la chance à la jeunesse d'avoir une ouverture et une opportunité pour discuter avec les leaders, avec les challengers, mais aussi voir comment ça se passe dans le monde de l'entrepreneuriat. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'exposants et vous avez invité des panélistes qui sont assez pertinents. Donc je vous suggère de continuer dans cette initiative,
de la creuser davantage et de la vulgariser, même pourquoi pas en Afrique de l'Ouest, parce que je fréquente beaucoup de pays et je sais que le besoin est réel, vous le savez, c'est l'employabilité des jeunes, surtout ceux qui sortent des écoles, et vous êtes sur la bonne mouvance. Alors, moi, je voulais qu'on revienne un peu sur ce que offre Vigilis aux jeunes. Je sais qu'il y a plusieurs types de métiers. Il y a aussi plein d'opportunités. Vous faites partie des acteurs de la sécurité qui sont aujourd'hui parmi le top 3 au Sénégal. Et donc, qu'est-ce que vous voulez adresser aux jeunes comme opportunité et aussi votre message à cette jeunesse-là pour saisir ces opportunités et voir d'autres aussi? Merci. Alors, je leur dis plutôt de ne pas sous-estimer les métiers. Parce qu'en général, quand on dit sécurité, on résume la sécurité au gardiennage. Déjà, un agent de sécurité, on l'appelle souvent gardien, alors qu'il n'est pas gardien. C'est un agent de prévention et de sécurité. Il fait de la prévention. Donc, on lui apprend un métier dans un centre de formation qui est le nôtre. Et il développe ce métier-là à travers les différentes consignes qu'on lui donne et qu'il les met en pratique. Alors, ce que j'ai à conseiller à la jeunesse par rapport à Vigilis, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités d'emploi, de plans de carrière, parce que nous ne sommes pas en réalité une société de sécurité, nous sommes une société de facility management. Facility management veut dire l'entretien technique des bâtiments. Donc, c'est le hard service et le soft service. Le hard service, c'est tout ce qui est technique d'installation, la climatisation, l'entretien des extincteurs, la sécurité incendie, la sécurité électronique et j'en passe. Et le soft service, c'est les métiers liés à la surveillance, c'est les métiers de prestation de services, en tout cas d'une manière générale. Donc, nous avons plus de 10 départements avec des services différents jusqu'au service IT. On a un grand département IT parce que nous sommes engagés dans des projets IT et qui aujourd'hui intéressent pas mal d'acteurs, surtout les multinationales qui sont installées au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Parfait. Votre dernier mot, M. Mbaye, sur ce salon? Mention spéciale aux organisateurs et à M. Fall qui m'a démarché, qui est venu me voir à mon bureau. Je l'ai écouté 10 minutes. Je lui ai dit que j'allais participer, pas en personne, mais j'allais faire participer les équipes de Vigilis. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je souhaite que ce salon continue pour l'année prochaine et que vous l'amélioriez davantage et que vous invitiez d'autres acteurs et que vous soyez en mesure de faire une communication sur ce salon pour que les autorités sachent que exactement le besoin est là, mais les acteurs sont là pour voir un peu comment fusionner le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la recherche d'emploi. Je vous félicite et mention spéciale à vous et bon courage. Merci beaucoup, M. Mbaye. Je vous en prie. À bientôt.
nous recevons Maïmouna Ba, qui est une sœur. On est ravis de la recevoir ici, à travers ce salon Dakar Job Dating, première édition. Elle est entrepreneur et c'est le genre de profil qu'on a voulu avoir dans ce salon et nous sommes ravis. Maïmouna, comment tu vas? Bah écoute, merci Bokar, merci pour l'invitation, ça va. Quelles sont tes premières impressions pour ce salon? Bah écoute, que du contentement, c'est vraiment super. J'ai beaucoup apprécié en fait les rencontres entre personnes de la diaspora, entre Sénégalais installés ici et puis faire mon plaidoyer. Est-ce que vous pouvez nous parler, j'ai parlé d'entrepreneurs tout à l'heure, est-ce que vous pouvez revenir sur votre activité? Je sais que aussi vous êtes à cheval entre le Sénégal et la France, je sais que vous faites beaucoup de choses, c'est l'occasion de faire un retour d'expérience pour la diaspora qui nous suit aussi et pour ceux qui veulent se lancer, peut-être dans votre domaine ou peut-être en tant qu'entrepreneur, quels sont les éléments que vous pouvez nous apporter aujourd'hui par rapport à votre expérience? Alors, donc moi je suis entrepreneur social et j'ai créé Weti. Weti qui est une entreprise de crèche inclusive. L'idée c'est de professionnaliser le secteur de la petite enfance au Sénégal, d'également de lever les freins à l'emploi, à l'employabilité, essentiellement des femmes parce que bon c'est une problématique de parents, mais la réalité au Sénégal, c'est que quand il y a un problème de gars, c'est un problème de femmes. Oui, c'est vrai. Donc l'idée, c'est d'offrir des places en crèche à tous les petits Sénégalais. Et c'est ça mon réel défi, j'en parlais tantôt durant le panel auquel j'ai assisté. Mon réel défi, c'est de faire en sorte que la crèche soit un lieu où chaque enfant, chaque Sénégalais, quelle que soit son origine social, quel que soit son état de santé, en tout cas s'il est compatible avec la collectivité, s'il y a un projet de crèche qui puisse trouver sa place en crèche. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles tu t'es confronté quand tu voulais mettre en place ton projet au Sénégal? Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est des difficultés d'un entrepreneur qu'on peut retrouver au Sénégal, qu'on peut retrouver à Paris. L'entrepreneur, je dis souvent, il règle des problèmes, des problématiques, en fait. Donc, j'ai eu, oui, des difficultés de bureaucratie, de financement, de représentativité aussi, parce que moi, je suis dans un secteur, en fait, où on essaie de bouger les lignes. Et c'est vrai qu'on a besoin de gens concernés par ces problèmes de charge mentale, de problèmes de crèche, d'inclusion, parce que je pense que quand on n'a pas vécu le handicap d'un enfant ou la charge mentale, c'est difficile d'accompagner en fait. Donc j'ai manqué un peu de ça, mais voilà, ça... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu vous faites beaucoup de bénévolat et moi c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai regardé un peu ce que vous faisiez, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui avoir des volontaires qui vont au fin fond du Sénégal pour apporter une solution et aider cette population qui est plus ou moins enclavée, est-ce que vous pouvez revenir dessus et peut-être lancer un message à cette diaspora qui a peut-être envie de faire quelque chose, à ces bénévoles qui auraient envie de faire quelque chose, parce que c'est une riche expérience qu'on voudrait que vous partagiez avec nous. Oui, merci Bokar. En fait, moi j'ai une deuxième casquette, donc je suis entrepreneur social et à côté de ça, je suis également engagée associative aux côtés de beaucoup de bénévoles. On doit être plus d'une cinquantaine de bénévoles et on organise en fait via une association qui s'appelle les Colibris du Fouta des journées médicales dans le nord du Sénégal, donc au Fouta, tous les ans. On choisit un village un peu enclavé. Ces dernières années, on a été beaucoup dans le Dindémayo et durant 3 jours, en fait, on fait des consultations médicales spécialisées parce que c'est une zone qui malheureusement n'a pas beaucoup de spécialistes en fait.
Donc en fait, c'est les spécialistes qui vont à cette zone-là. Donc tous les ans, on vient avec des médecins établis en région parisienne. On en a une aussi qui vient de Grenoble. Et on va au Sénégal. On retrouve nos camarades dakarois et notamment l'association ASFO, qui ne nous a pas attendu, qui fait ça depuis 25 ans. Donc ce sont des médecins sénégalais qui sont à l'UCAD et qui nous accompagnent, qui nous aident au quotidien quand on est ici. Et on rejoint également nos amis de Saint-Louis, des médecins de Saint-Louis qui nous accompagnent également, ce qui fait que on se retrouve avec une équipe d'à peu près une centaine de bénévoles, donc qui pendant 3 jours vont faire de la prévention, vont ausculter, vont soigner tout simplement, vont écouter les gens. Et en général, on a entre 3800 et 4000 personnes en 3 jours. Et à l'issue de ces 3 jours-là, soit on a réglé la problématique du patient, soit il y a des suites, donc notamment beaucoup au niveau de la pédiatrie, avec des enfants qui ont des cardiopathies qu'il va falloir suivre sur les différents hôpitaux du Sénégal, ou des gens qui ont des cataractes et qu'il faut opérer. Donc on organise ces suivis-là également. Donc les colibris du Fouta, et effectivement, si on a des gens qui ont envie de s'investir, il ne faut pas hésiter. On a également besoin de fonds parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a de plus en plus des partenaires, notamment le ministère de la Santé, qui nous met à disposition des bus mobiles qui nous permettent de consulter et de voir les gens dignement. Mais on a aussi besoin de fonds parce qu'il y a une enveloppe médicaments qui est quand même assez conséquente. On essaie d'acheter le maximum de choses ici au Sénégal aussi pour pouvoir aussi aider aussi le pays, quoi. Maïmouna, quel est ton message à la jeunesse sénégalaise, que ce soit sur l'entrepreneuriat, l'emploi salarial, comment ils doivent se préparer, quels sont si vous avez des petites astuces que vous pouvez leur donner, la diaspora, cette jeunesse qui est un peu partout, qui est ici, quel est le message que vous voudriez leur adresser? Alors, merci pour cette question, Bokar. En plus, moi, je sors d'un panel là et on a pris des questions du public. La dernière question, en fait, elle m'a beaucoup émue. C'était une jeune femme qui disait, mais en fait, pour réussir et pour faire de l'entrepreneuriat, il faut partir. Et donc, ça m'a un peu touchée que cette jeunesse, en fait, se dit ça. Et je lui ai dit, et moi, j'ai envie de dire aux jeunes, faites-vous confiance. La jeunesse sénégalaise est hyper créative. Donc, et surtout, il y a des jeunes qui réussissent ici. Je donnais à cette jeune fille cet exemple. Je disais, vous voyez comment moi je suis habillée? Je suis habillée par des designers, en fait, sénégalais. Et elles sont là, c'est Nounou, c'est Bolé, c'est Mara, je suis désolée de citer les marques. Mais je trouve que c'est important parce qu'il y a des gens qui sont là, qui font des choses extraordinaires. Donc j'ai envie de leur dire que, de toute façon, la jeunesse d'ici ou de là-bas, faites-vous confiance, en fait. Soyez résilients, soyez patients, travaillez, retravaillez. Si vous tombez, eh ben, relevez-vous, pleurez s'il faut, un peu pleurer, prenez un café s'il faut, mais faites-vous confiance et allez-y. L'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais allez-y et surtout faites-vous confiance. On est quand même dans un pays où globalement, je veux dire qu'on n'a pas de guerre. On est en paix. Et quand on est en paix, et quand tout est à faire, c'est un luxe. Et quand tout est à faire, et en plus ici, j'ai l'impression que vraiment tout est à faire, tout est urgent. Donc vraiment, faites-vous confiance, j'ai envie de dire, les jeunes. Merci beaucoup. Merci à toi, Bokar. Oh là là, tu m'embêtes. Oui, il est un peu surpris, mais je vais enchaîner avec Amadou Tall, qui est membre de l'équipe de pilotage du comité de pilotage du salon. Alors Amadou, moi j'ai envie d'échanger avec lui, même si on est collègues dans le projet du salon, parce qu'il a l'expertise RH en France. Il a un parcours un peu différent, mais aujourd'hui il est dirigeant d'entreprise en France. Et ça c'est intéressant d'avoir un échange avec toi, parce qu'en fait aujourd'hui c'est important de savoir ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qu'il faut préparer pour ces jeunes-là pour être présentables devant un recruteur. Qu'est-ce qui permet quelles sont les astuces qui leur permettent aujourd'hui d'être prêts sur le marché de l'emploi?
je sais que toi, tu es orienté emploi salarial, on va rester dessus. Et si tu peux nous donner quelques astuces pour cette jeunesse. Mais avant, je voudrais que tu donnes ton impression pour ce salon, parce que tu es venu spécialement pour ça, pour rappel. Alors oui, effectivement, déjà très heureux d'avoir participé à cette aventure qui a plusieurs dimensions à mon niveau déjà. Moi je suis né en France, mais bon, ce pays c'est l'ADN, c'est mes racines. Et tout ce qui le concerne m'intéresse. Et en premier lieu, je crois que l'émancipation économique des individus passe par l'emploi ou l'activité entrepreneuriale. Et avoir des moments comme ça, des grandes messes qui permettent de favoriser les rencontres entre à la fois les entreprises qui recrutent et les talents sénégalais, pour moi c'est déjà un succès. Déjà, le monde qu'on a eu sur ces 2 journées est quand même c'est massif, quoi. Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, on connaissait le nombre d'inscrits, mais là quand même c'est excellent. En tout cas, je trouve que c'est une réussite en soi. Les sujets aussi abordés à travers les ateliers, les masterclass, les panels sont, je dirais, apportent des éléments concrets pour les candidats pour se préparer à intégrer le marché du travail. Maintenant, les conseils. Les conseils. Déjà, tous les conseils qu'on donne aux candidats, je pense que c'est assez universel en fait. C'est bien réfléchir à son projet professionnel, ne pas subir. Parce que quand on ne subit pas les événements, quand on réfléchit à ce que l'on veut faire, on est acteur de son développement. Et donc la première des choses, c'est même avant la formation ou même pendant la formation, bien choisir ses formations. Pourquoi je m'engage dans cette voie? Est-ce qu'il y a une logique? Il y a un métier que je vise. Et donc, quand on est intéressé à des métiers, à des secteurs d'activité, moi je conseille fortement d'aller identifier les personnes qui sont dans ces secteurs et qui occupent ces métiers et d'aller leur poser des questions. Comment ils ont fait pour en arriver là? Quels ont été leurs challenges? Donc ça fait partie de la démarche de faire réseau, de développer son réseau dans le domaine que l'on vise. Ensuite, d'un point de vue purement formel, quand on travaille un CV, par exemple, je ne vais pas être très long, mais l'objet d'un CV, c'est que un recruteur, quand il l'a en main, très vite, au bout de 20-30 secondes, il sait qui vous êtes et les compétences clés que vous avez. Avoir un CV qui n'est pas assez informatif, c'est-à-dire que, bon, évidemment, on voit votre nom, votre prénom, la formation, mais les compétences clés, c'est très important parce que si le recruteur qui voit des centaines et des centaines de CV sur un job, il n'est pas en capacité très vite d'analyser qui vous êtes et les compétences clés qui sont en adéquation aux besoins de l'entreprise, il va passer, il va pas lire les expériences que vous avez eues. Donc avoir un CV extrêmement clair. Et c'est pas très compliqué. Et 2 recruteurs donneraient des conseils un peu différents, mais la base c'est ça. Il faut que tout de suite ce qui saute aux yeux, c'est qui vous êtes et les compétences clés. D'accord ? Après derrière, vous déroulez les expériences. Et comment on décrit des expériences? On a une mission dans une expérience et on a des résultats. Et c'est ça qui doit sauter aux yeux. Le recruteur doit se dire, cette personne, elle est capable d'expliquer ce qu'elle a fait et être percutante dans la manière dont elle sort de son expérience, positive ou négative. Parce que c'est pas parce que vous avez une expérience négative que c'est mauvais. Ce qui est important, c'est votre posture par rapport à cette expérience-là. Donc le CV, une chose importante. Et apprendre aussi à pitcher son parcours. Faut pas être trop long. Faut être capable de se présenter comme dans un salon comme celui-ci. On rencontre des recruteurs, ils n'ont pas beaucoup de temps. En 30 secondes, 1 minute, on doit être capable de dire qui on est, ce qu'on a fait et ce que l'on veut. Voilà, donc ça veut dire apprendre à pitcher. Là, il y a un concours de pitch par rapport aux startups, aux entrepreneurs. Et pour un candidat, c'est la même chose. En 1 minute, je dois être capable de dire qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai fait, ce que je vise. Et pourquoi tout ça a un sens pour l'entreprise qui souhaite recruter. Voilà, et je pense que... tu as parlé de concours pitch, il y a des masterclass, il y a des panels, il y a des ateliers qui ont été organisés, tout ça pour préparer, booster le candidat. Alors, c'est un format inédit au Sénégal, parce que nous avons jumelé emploi salarial, entrepreneuriat et préparation du candidat aux deux. C'est un format, nous on a fait beaucoup de salons, mais ce format-là il est inédit. Ce sont des expertises qui l'ont réfléchi, des gens qui ont œuvré à l'international aussi, qui ont voulu donner pour le pays.
Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce format de salon par rapport à ce que vous voyez en France ou ailleurs? Effectivement, c'est un format qui est assez courant, encore que pas sur tous les types de salons en fait. Quand on a un salon orienté purement emploi, souvent on n'a pas forcément les pitchs start-up. Là, l'origine de ce salon, c'est la croisée entre l'emploi salarié, si j'ose dire, et l'entrepreneuriat. Et souvent, on a des salons plutôt orientés entrepreneuriat ou des salons orientés emploi salarié. Là, on a fait les deux. Là, on a fait les deux parce qu'il y a un enjeu pour le Sénégal. C'est encourager l'entrepreneuriat et encourager au développement d'entreprises au sein du pays, donner de la force aux personnes qui ont des idées, qui n'osent pas parce qu'ils se disent c'est compliqué, il y a trop de challenges. En fait, il y a des gens qui arrivent et qui réussissent. Donc ça, et je trouve que ce format devrait être la norme ici, dans le contexte dans lequel on est au Sénégal. D'accord ? Et demain, les entrepreneurs qui vont arriver ici, qui vont pitcher, ce seront peut-être les gros employeurs de demain. Voilà. C'est vrai. Et peut-être que les jeunes qui arrivent là, et qui ont des idées et qui n'ont même pas pris conscience qu'ils avaient la possibilité de développer leur idée et leur entreprise, ça va évoquer chez eux, réveiller chez eux cette ambition-là. Et je trouve que moi, je ne suis pas dans la perspective de dire que tout le monde doit être entrepreneur. C'est pas vrai. C'est faux. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais par contre, ceux qui ont la capacité à le faire doivent avoir conscience qu'ils peuvent le faire, qu'ils ont les moyens, les structures de l'État qui accompagnent, les experts qui peuvent les accompagner aussi dans la structuration de leur business. Et à côté, les salariés s'imprègnent de cette dynamique. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est très intéressant et qu'il faut continuer pérenniser ce salon. C'est une première édition, il faut qu'il y en ait d'autres. Voilà. En tout cas, Mais merci beaucoup, Amadou. Merci à toi de ton investissement, de tout ce que tu nous as apporté. Oui, merci. Voilà. Et à bientôt pour à la prochaine édition, on va dire. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. De rien. Merci. On va aller manger ou pas?
Attends, mais tu vas me poser quoi comme question? Bonjour à tous, nous faisons notre dernier direct de ce salon. Nous sommes ravis de recevoir Aïssatou Sy, qui fait partie de l'équipe d'organisation, mais qui est experte RH et qui a beaucoup d'expertise dans plusieurs domaines. Je vais la laisser se présenter et nous donner ses premières impressions pour le salon. Bonjour, donc Aïssatou Sy, merci Ousmane pour cette invitation. Donc, je suis la directrice du cabinet Dual Search International qui est spécialisée dans le recrutement de cadres, ingénieurs et profils exécutifs et également spécialisée en conseil informatique. Donc nous faisons des centres de services, des centres de développement informatique pour des clients un peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions pour ce salon? Et je sais que tu as accompagné beaucoup d'ateliers, beaucoup de panels sur comment se préparer à l'entretien d'embauche. Quels sont les éléments qu'il faut avoir pour bien être prêt quand on veut trouver un job. Est-ce que tu peux revenir sur cet accompagnement que tu as eu à faire et ton activité en tant que telle auprès de ces jeunes? Merci Ousmane. Alors déjà, en ce qui concerne le salon, ce que j'apprécie énormément, c'est que toutes les entreprises qui sont là recrutent et ont énormément de postes à pourvoir, ce qui prouve que même au Sénégal aussi, il y a des postes et il y a du travail. Les candidats sont venus en masse et ont répondu présent à l'appel de HCP et du comité d'organisation, donc ça j'en suis ravie. Ils sont également très attentifs lors des panels, des ateliers. Donc effectivement, à chaque fois qu'on a eu à faire un atelier RH, on a fait salle comble. Et les candidats étaient vraiment dans l'envie de savoir, de découvrir et d'apprendre. Donc effectivement, nous avons fait plusieurs ateliers. Un atelier notamment sur la préparation, la rédaction d'un CV. D'ailleurs, il y en aura un autre là d'ici quelques minutes qui va démarrer. On a également animé une masterclass avec un CEO et un directeur des opérations donc de Vigilus et de Wow Telecom. Et ces deux personnes nous ont donné des conseils pour réussir dans sa carrière. Et c'était vraiment un échange constructif et riche. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes en face d'une jeunesse qui est en face d'une problématique de l'employabilité dans ce pays. Ils sont beaucoup à être formés, mais le marché de l'emploi ne peut pas absorber tout le monde. C'est une grosse concurrence. Quel est le message, tu connais le contexte du Sénégal, quel est le message que tu veux adresser à cette jeunesse qui a de l'espoir et qui veut saisir les opportunités? Alors déjà, le premier conseil que j'aurais à leur donner, c'est de se rendre employable le plus rapidement possible. Et pour cela, il ne faut pas attendre